Bonjour à toutes et à tous, et quel plaisir, mêlé bien entendu à un petit peu de frustration, mais de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Emerging Valley. Je suis Thierry Lacroix, je suis le directeur Afrique du groupe PointPoint, qui est un cabinet de conseil qui se positionne comme l'architecte de la transformation numérique et digitale des acteurs privés et publics. Nous sommes bien donc dans la thématique d'aujourd'hui. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel quasi exclusivement composé de femmes et d'hommes entrepreneurs, de créatrices, de créateurs de start-up en République islamique de Mauritanie. Donc nous allons essayer d'être comme vous, pragmatiques, concrets et agiles, avec un second facteur différenciant, c'est la présence de représentants de la jeune chambre de commerce de Mauritanie, dont j'ai eu ces dernières années à voir le dynamisme et l'engagement constructif auprès de l'ensemble du tissu économique et institutionnel mauritanien. Et enfin, nous avons l'honneur d'avoir sur ce panel la lauréate du programme Emerging Méditerranéenne, Madame Aminé Toussi, qui est avec nous. Nous avons donc deux femmes, trois hommes qui vont se présenter au fur et à mesure de nos échanges et que nous allons avoir ces 50 prochaines minutes. Merci donc à toutes et à tous pour votre présence. Nous avons donc bien entendu effectivement beaucoup parlé de résilience cette année, sans doute même un peu trop, un mot qui est devenu galvaudé, qui est quasi synonyme de souveraineté, de digitalisation. Et quand on parle de digitalisation, d'écosystème tech et d'entrepreneuriat en Mauritanie, on doit avant tout parler d'infrastructure. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet et m'adresser à Ismaël Silla. Finalement, lorsqu'on regarde l'infrastructure numérique de la Mauritanie, comment est-ce que vous la percevez, vous, ou toi qui est CEO de Betaclic et surtout qui habite, vous habitez en France, tu habites en France et tu occupes une belle fonction en plus dans un grand groupe industriel, en plus d'être entrepreneur en Mauritanie. Et donc avec cette double vision, finalement, comment est-ce que tu évalues l'infrastructure numérique mauritanienne et sa résilience durant la crise du Covid? Oui, bonjour à tous et merci Thierry pour l'introduction. Donc, comme l'a indiqué Thierry, moi c'est Ismaël Silla. Je suis mauritanien et je travaille actuellement en France dans le secteur aéronautique et je suis CEO de Betaclic. Pour répondre à ta question, effectivement, par rapport à déjà sur tout ce qui est infrastructure numérique en Mauritanie, je pense qu'on a fait des choses, mais il nous reste encore quelques défis à relever. Mais particulièrement là, pour retenir principalement les choses positives, durant la crise du Covid, j'ai pu remarquer qu'on a été au niveau de la Mauritanie particulièrement résilient vis-à-vis de cette crise du Covid par rapport à tout ce qui est infrastructure numérique, parce qu'en amont de cette crise, on pensait que voilà, on n'a pas les moyens, on a des problèmes de connectivité, etc., etc. Mais malgré ça, durant la crise, notamment avec le marathon de l'entrepreneur, avec les membres de la jeune chambre du commerce, on a été particulièrement résilient parce que moi j'ai participé à toute la compétition à distance en étant en France. On a pu organiser des sessions de coaching avec les membres de la jeune chambre. Certes, on a des défis, on a besoin clairement d'infrastructures, d'investir davantage dans tout ce qui est infrastructure. Mais avec la crise du Covid, on a pu voir on peut être très résilient en faisant beaucoup de travail à distance, que ce soit des sessions de coaching, des sessions de travail. Et voilà, donc c'est les deux mots que j'ai à dire. On a du chemin, on a encore des choses à faire, mais on sait être résilient comme on l'a montré par rapport à la crise du Covid. Et pour parler de la double casquette, comme c'est sûr, si on se positionne vis-à-vis de la France et ce qu'on peut avoir ici, on a clairement encore des choses à faire. Je le verrais plutôt comme on a une très grosse marge de progression au niveau de la Mauritanie, donc ça c'est positif. C'est un message à tous les acteurs, que ce soit des acteurs qui veulent investir ou des jeunes qui veulent se lancer dans le numérique. On a du potentiel à exploiter. Et voilà. Et le côté résilience, on a su faire preuve avec plein d'acteurs en Mauritanie durant la phase Covid, voilà, de continuer à bosser malgré un contexte très particulier et en étant à distance. Merci, je vais rester un petit peu avec toi Ismaël parce que j'aimerais bien quand même que tu nous expliques rapidement aussi ce que fait Betaclic et quel regard Ouais. toi tu portes de l'extérieur notamment sur l'écosystème mauritanien également, l'écosystème tech mauritanien, pardon.
Et ok, par rapport à Betaclic, donc il est né dans le constat que j'ai remarqué sur le terrain parce qu'en Mauritanie et particulièrement au Sahel, on a beaucoup de problématiques sur tout ce qui est bétail. Euh, Par rapport à l'élevage, on a des problématiques telles que simplement un gros problème d'infrastructure. On n'a pas d'infrastructure pour gérer au mieux le bétail, c'est-à-dire en termes d'identification, contrairement à ce qu'on peut imaginer en Occident, on a l'élevage, le bétail est identifié et suivi sur le plan sanitaire, etc. En Mauritanie et dans quasiment toute l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas encore ces infrastructures-là. Donc Betaclic est né de ce constat-là pour doter les acteurs publics, privés et institutionnels d'une plateforme numérique grâce à des applications, une application mobile et une application web et des puces électroniques pour identifier le bétail et aussi faire un suivi, que ce soit sur le plan sanitaire et dans l'espace, c'est-à-dire tout ce qui est géolocalisation pour savoir où se trouve un bétail et ensuite, avec le temps, de proposer un ensemble de services digitaux aux acteurs de l'élevage. Et de l'extérieur, par rapport à, juste pour bien être sûr que j'ai capté ta question, c'est de savoir, vu de l'extérieur ici, notamment en France, quels sont les défis qu'on a à relever, c'est ça, au niveau C'est de la ça, avant de Mauritanie? passer la parole effectivement à Gdeja sur la partie comment elle perçoit, elle soutient l'écosystème justement localement, comment est-ce que toi tu le perçois de l'extérieur? Voilà, vis-à-vis de l'extérieur, je pense qu'on a vraiment besoin au niveau de la Mauritanie, au-delà premièrement, de l'infrastructure déjà en termes de connectivité. Par exemple, on peut voir qu'il y a à peu près quelques mois qu'on a remarqué, on a pu voir la 4G arriver en Mauritanie. C'est encore très récent et très rapidement, on peut avoir des problématiques de connectivité. Déjà, la 3G, la 4G, non, on n'en parle même pas trop, mais on a clairement, à mon avis, de l'extérieur, pour toutes les fois où j'ai été amené là-bas, on a une problématique de connectivité. On a certains pays comme le Sénégal, des pays qui sont sur la côte, qui ont des projets de se raccorder à la fibre. Et des infos que j'ai, la Mauritanie n'est pas encore dans cette dynamique-là, mais on a clairement quelque chose à faire en termes d'investissement, que ce soit dans tout ce qui est connectivité, de nous connecter au monde via des technologies comme la fibre optique, mais aussi d'infrastructures physiques, c'est-à-dire que pourquoi pas quelques data centers pour, d'une part, supporter nos sociétés, être Ouais. notre Mhm. système d'entrepreneurs et aussi pour développer nos compétences en termes de nouvelles technologies. Eh bien, on va en parler tout à l'heure justement, ce sujet très important de compétences et d'employabilité. Déjà, je voulais revenir vers toi justement, toi, la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie. Comment est-ce que vous soutenez à travers la Jeune Chambre de commerce cet écosystème? Avec quel type de partenaires, y compris d'ailleurs les partenaires privés? Alors, on est dans les conditions, on ne t'entend pas très bien. On va revenir vers toi tout à l'heure peut-être. Peut-être hein, justement pour faire le lien avec ce que Ismaël vient de dire, le cadre juridique, le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, tu as commencé à l'évoquer. Ce pilier, il fait justement partie des 5 axes de travail qui sont portés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche des technologies. Et donc par rapport à la mise à jour de ce cadre légal, quelles ont été les procédures, grâce à toi, Aminetou, quelles ont été les procédures, les étapes, les éventuels obstacles que toi, tu as pu voir dans la création justement de ta structure et que je rappelle, hein, structure qui a d'ailleurs gagné le programme Emerging Méditerranée. Aminetou non plus. Alors déjà, est-ce que tu es revenu avec nous? Can you hear me? Oui, parfait. Yes, apparemment j'ai un problème de connexion. I think I have an internet connection. It's very unstable. So to go back to your question, can you please repeat it?
because you said something about Jeune Chambre de Commerce. Ouais, par rapport à Ismaël, justement, qui avait ce regard externe ou plus extérieur depuis la France, quelle est toi ta vision et comment est-ce que la Jeune Chambre de commerce arrive à soutenir cet écosystème tech et entrepreneurial en Mauritanie avec quel type de partenaires, y compris privés? Donc, for us at the Jeune Chambre de Commerce, we have a very clear vision. We understand that we are a group of youth that have been able to benefit from certain level of opportunities and supports. And that's why we thrive on providing the same for youth. So we organize mainly, I'm sorry, I'm trying to stabilize my camera, but I can't. So like I said, we focus on entrepreneurial projects. Ismail Sila actually won in the marathon of entrepreneurship with his Beta Click. And we have right now, we're organizing BMC Business Challenge, which is similar, but to a larger scale, because it actually invites private sector partners. With the marathon, it was a World Bank project to sort of promote entrepreneurship among youth. But with BMC Business Challenge, it's a private bank that is looking for good startups to invest in. So it's taken it to the next step. And that's one of the things we focus on in Jeune Chambre de Commerce, which is to utilize our expertise to create opportunities for youth, opportunities that we've had the chance to see abroad. Like many members of the Jeune Chambre de Commerce studied abroad in France and the UK and the US. And we've seen these type of competitions and we want to bring them back, but to customize them to Mauritanian youth to make sure that they can benefit from them and they can take the entrepreneurial ecosystem to the next step. Très bien, effectivement, merci beaucoup. Ces initiatives sont effectivement très importantes et on voit l'accumulation, en tout cas le développement de nombreuses de ces initiatives, vous en avez parlé tout à l'heure. On parlait également du cadre juridique, du cadre réglementaire, du cadre institutionnel, qui lui aussi est important pour accompagner justement cette dynamique entrepreneuriale. On a beaucoup parlé dans la sous-région et depuis la mise en œuvre du Startup Act en Tunisie notamment, qui a été initié brillamment donc en Tunisie, repris par vos voisins sénégalais, envisagé au Gabon. Qu'en est-il de la Mauritanie en fait? Et en quoi est-ce qu'un label startup, s'il existe ou s'il existera, prochainement on l'espère, vous aurait-il en fait aidé durant cette période et permis d'accroître cette résilience? Et là je m'adresse à Desri Koné, le fondateur d'Adnam, qui lui a un service de livraison à domicile. Que manque-t-il finalement et est-ce que ce serait nécessaire dans ce cadre-là? Bonjour tout le monde. Bon, je m'appelle Koné Desri et comme on m'a présenté, je suis le cofondateur d'Adnam et aussi chargé de la compétition ici au niveau de la Jeune Chambre de commerce. Donc, pour répondre à votre question, cette Startup Act, bon, depuis le début où on a commencé en tant qu'entrepreneur, on a toujours demandé à ce que l'État nous fasse des facilités. Donc, on a créé des unions d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs en Mauritanie qui regroupent un peu toutes les startups qui s'est créées entre les dernières années, entre 2017 et 2020. Et on a remarqué vraiment que l'un des problèmes, parce que l'État, ici en Mauritanie, l'un des défis pour commencer sa startup, pour commencer son entreprise, c'est de pouvoir trouver un financement. Donc, ce n'est pas vraiment facile pour un jeune Mauritanien, pour dire, de trouver du financement quand il va commencer sa startup. Donc, arriver à trouver le financement, c'est déjà un défi à relever. Et maintenant, si on trouve le financement et qu'on commence un peu à démarrer, on se trouve aussi à d'autres obstacles qui sont, par exemple, les impôts, donc qui viennent vous poursuivre dès la première année et beaucoup d'autres trucs qu'on trouve, nous, en tant que start-upers, qui nous empêchent un peu d'être dynamiques comme nos autres start-upers de la sous-région. Vous avez évoqué l'exemple de la Tunisie, du Sénégal. C'est la même chose qu'on demande ici en Mauritanie aussi, c'est d'avoir cette Startup Act ici qui pourrait nous aider peut-être à accélérer un peu la cadence. Donc, c'est vraiment utile pour nous.
parce que quand vous lancez et que vous n'avez pas à vous soucier des impôts pour les premières ou bien les deux premières années, ça déjà c'est un boost. Donc, donc l'État n'est pas obligé de dépenser d'argent pour financer les startups parce qu'en juste en les exonérant des impôts durant les premières années, ça peut les booster un peu pour s'autofinancer d'une part ou d'une autre. Donc, pour répondre vraiment à votre question, je trouve que il est temps qu'ici en Mauritanie, on commence et on fait un plaidoyer. On l'a déjà fait au niveau du ministère et on a déjà évoqué ce problème avec le ministre de la Jeunesse, M. Talib Ahmed. Il était très ouvert par rapport à ça, mais on n'a pas encore vu de vraies initiatives qui se font dans ce sens. Et on aimerait vraiment voir ça dans l'avenir parce que quand on a une vision qui est celle du gouvernement de créer 5 000 emplois durant le premier quinquennat du président Razouani, donc il faut vraiment penser aussi que l'un des solutions de cela, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs à évoluer dans ce qu'ils font et cela pourrait être tout simplement peut-être en les exonérant des impôts. On a vu des initiatives qui se sont faites, par exemple le lancement de mon projet Mon Avenir qui était aussi un peu phare par l'État parce que ça a été déjà jamais fait. Auparavant, c'était la Jeune Chambre, c'était Hadin Arimtik, c'était des compétitions qui se font par-ci, par-là. Et là, l'État a lancé sa propre compétition qui visait à créer des entreprises. Mais nous, on dit donc qu'au-delà de ça, si l'État arrive à trouver cette start-up ou bien à créer cette start-up act pour aider les jeunes entrepreneurs, on pourrait bel et bien créer plus que 5 000 emplois, au-delà de ça même arriver à 10 000 emplois. C'est un beau plaidoyer, effectivement, et je suis sûr que vous le portez à la Chambre de commerce auprès des différents ministères. C'est vrai que c'est des sujets qu'on avait déjà abordés. Vous avez le ministère de la Jeunesse et puis le ministère des Technologies qui est effectivement très dynamique sur ces sujets. Je sais qu'il regarde également ce qui se fait chez certains de pays voisins. Et effectivement, c'est une question que je posais également à Aminetou, si elle est revenue parmi nous. C'est effectivement, vous qui avez participé et remporté d'ailleurs le lauréat d'Emerging Méditerranée, comment est-ce que vous a apporté justement un programme comme celui-là et quelles ont été les procédures, les étapes dans le cadre de la création de votre structure qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes et de gagner justement ce prix au sein d'Emerging Méditerranéenne? Aminetou, toujours pas. On n'a pas de chance aujourd'hui, dommage. D'autant plus que c'est effectivement la lauréate, comme je viens de le dire. Justement, alors c'est peut-être c'est en tout cas le sujet qu'on a abordé, celui de l'infrastructure, et on en voit malheureusement certaines preuves aujourd'hui. Un autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure et que sur lequel je voulais vraiment avoir qu'on échange, c'est celui qui, à mon avis, un des rôles cruciaux et probablement les plus fondamentaux sur le continent africain aujourd'hui, c'est celui du rôle du digital dans le processus de formation, d'employabilité des jeunes et notamment en Mauritanie. Je sais que c'est important de noter que le ministère des Technologies est également celui de l'enseignement supérieur. C'est assez rare et c'est important de le noter. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place sur le sujet, mais le développement des compétences digitales, il ne se limite pas aujourd'hui uniquement au coding. Je voulais là qu'on ait le retour de Sayer Fall, qui lui est le fondateur, le CEO de Taofer, qui va nous en parler, qui est une start-up dans le domaine du e-commerce, justement, gagnant du marathon de l'entrepreneur également. Et où est-ce que vous avez, vous, donc sourcé vos équipes numériques pour développer justement une plateforme, une application associée? Comment vous gérez la plateforme de paiement? Comment vous les formez? Et que recommanderiez-vous justement pour appuyer et développer cette compétence digitale, cette employabilité au niveau des jeunes Mauritaniens aujourd'hui? D'ailleurs, c'est à toi. On ne t'entend pas.
Je crois qu'on a un problème de son de ce côté. Alors peut-être que justement, ouais, exactement. Peut-être que Khadija, si vous pouvez reprendre la main sur un sujet comme celui-là, quels sont finalement les éléments clés que vous, en tant que jeune chambre de commerce, vous mettez en avant auprès des acteurs publics pour renforcer le développement des compétences numériques, que ce soit d'ailleurs de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle? Donc, I'm going to speak in English if you're okay with that. Again, right now at the Jeune Chambre de Commerce, with the COVID and everything that has changed between it, we have took the initiative to do our own online trainings. Like for instance, with the marathon, the first half we started, it was in-person training, but then because of Corona, we changed the program and it was completely virtual. We created an online platform for trainings. We organized some trainings via Zoom, and we utilized that as a way of testing how well youth are prepared, or how well they are open for the idea of online training and online learning. It was actually there were very positive return. Of course, there is a problem of internet in Mauritania, which is holding back the full potential of what youth can be benefiting from. I mean, if we had better internet, then things would have been different. But on our own level, we always promote online learning, online participation in virtual events, as well as online courses, because a lot of the times when youth approach us because they want to learn a subject, we recommend them to go on Coursera or edX or all these online free courses that they can benefit from. And we try to explain to them that you do not need to go to class for 4 years to know something. We have mentioned this several times in the events we organized with public officials. We always emphasize on the internet that unless we have a good internet, we will not be able to help youth as much as they need. I mean, I think Corona created a positive change because it's pushing people to the flexibility and the comfort of doing virtual events. You don't have to be locked into a class with people to learn something. Even right now, we are exchanging, and we're each person in a different room. So this is something we are very much aware of at the Jeune Chambre of Commerce, and we're doing our best to promote as much as we can. And hopefully, with the introduction of 4G internet, we will be able to organize more events and create more buzz around it. Et ouais, merci beaucoup. Un point sur lequel je voulais rebondir avec toi d'ailleurs, ce sont pas que des compétences techniques d'ailleurs qui sont nécessaires. C'est aussi des compétences plus soft skills. En tout cas, c'est ce qu'on aime appeler chez nous au sein de WinePoint, on les appelle les humanités, et on a une véritable conviction là-dessus. Donc c'est aussi de développer des compétences autour de la pensée critique, autour de l'innovation, du design thinking. Est-ce que ce sont des choses également que vous arrivez à pousser, à développer localement? Yes, because actually at the Marathon of the Entrepreneurship, one of the modules we trained the youth on was design thinking, and actually Kone Desri was training them on design thinking because he utilized that during his startup. So we developed content in French and in Arabic with basics notions to help, and we organized atelier d'idéation at the beginning of each session, where the goal was to push the participants to ideate and unleash their creativity and have a critical analysis of their ideas, because many people would come with solutions thinking that they are perfect, but once they sit there and they analyze them, they start noticing that they are missing a lot of things. So that is something of very much importance at the marathon, and I think Desri can also take on the lead and explain how he trains youth on design thinking. Ah bah, très belle, merci beaucoup et très belle transition, effectivement. Alors, Desri et Sayer, si tu es avec nous. Alors, non, Sayer, on me dit qu'il est reparti, mais Desri, effectivement, si tu peux rebondir là-dessus. Merci beaucoup. Oui, effectivement, pendant le marathon, donc j'ai eu à coacher des jeunes, donc et là je tiens l'occasion pour évoquer ou bien pour dire qu'on a une
un site qui s'appelle eConnectRin, qui est un site pour l'écosystème entrepreneurial en Mauritanie qui a été initié avec la Banque mondiale pour le mettre en place. Donc, allez sur ce site, vous allez voir le marathon 2.0 bien archivé et avec aussi les formations avec des coachs. Donc, mon rôle dans ce cas était de coacher ces jeunes-là sur comment penser à mettre en place une idée critique. Donc, la majorité des jeunes entrepreneurs, et ça, c'est pas uniquement en Mauritanie, mais partout. Donc, si vous avez une idée de projet ou bien vous avez un projet, vous pensez que bon, c'est parfait et que le consommateur, il est là et il attend juste que moi, je mets en place ma solution. Notre but dans ce module était de montrer à ce jeune-là que même si votre idée, elle est là, est-ce que vraiment elle répond à un besoin qui existe déjà? Donc, c'est quoi la solution que vous apportez? Et est-ce que cette solution-là est vraiment adaptée au client final? Et on leur disait dans ce module également qu'il faut surtout avoir l'idée de brainstormer autour d'une table avec vos collègues, avec votre famille, et de ressortir les bonnes idées, ensuite les mettre sous forme d'un prototype dont l'objectif est de faire le maximum de retours possible. Donc, ce qu'on a remarqué, et ça aussi, c'est avec le groupe de la Banque mondiale, c'est qu'au départ, lorsque le candidat vient, ou bien lorsque le jeune entrepreneur mauritanien vient vous voir au départ dans les incubateurs, il vous dit j'ai une très belle idée de projet, mais j'ai pas de financement. Et que le réel défi, c'est le financement. Bon, j'ose dire que le financement est un défi, mais c'est pas le seul. Comme vous l'avez évoqué, les soft skills, ça manque vraiment. Aujourd'hui, on voit des entreprises, et d'ailleurs, je pense que les statistiques le disent, que 90% des startups, ils ont leur vallée de mort, c'est entre 1 et 3 ans. Et pourquoi cela? C'est parce que lorsque le jeune entrepreneur se lance, il a le financement, mais il y a d'autres techniques, d'autres compétences qui lui manquent. Et ces compétences-là, dans la majorité des cas, c'est ces soft skills-là. Donc, on se lance, on a le financement, mais on remarque que là, on a des problèmes, par exemple, dans la gestion, ou bien on a des problèmes dans la finance, on a des problèmes à gérer une équipe. C'est des trucs qui sont très importants et que aujourd'hui, nous, à la Jeune Chambre de commerce, on y prête vraiment attention. Avec la Banque mondiale aussi, là, ils ont lancé un nouveau programme pour former des formateurs sur ces compétences qui sont très essentielles et que moi, en tant qu'entrepreneur, j'avoue que le lancement et le financement, c'est très intéressant. Mais après, lorsque vous êtes sur le terrain, d'autres compétences sont aussi plus intéressantes que le financement. Merci beaucoup, Desri. Effectivement, il y a tout un accompagnement ensuite. Et est-ce que toi, Sayer, c'est quelque chose que quel est ton témoignage justement par rapport à ça? Toi qui as monté une plateforme, une application associée, dans le domaine en plus du e-commerce, avec des problématiques de paiement, comment est-ce que tu as réussi à sourcer ces profils, à les accompagner également? Alors, pour ma part, déjà, je vais revenir sur une appréciation globale sur l'écosystème des startups en Mauritanie. Moi, je pense que c'est un écosystème qui est en phase de création et qui actuellement souffre surtout d'une réelle promotion et de soutien au niveau local. Je pense que si nous voulons améliorer, il faudra s'appuyer sur différents leviers, notamment l'appui technique en termes de formation. Ça, c'est vraiment une première nécessité. Ensuite, il y a le volet financier et surtout également un volet incontournable qui est l'aspect communication afin de générer la culture de la création de start-up auprès de la population et des investisseurs au niveau local d'abord. Certes, il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens. À ma connaissance, par exemple, en 2020, il y avait le programme Mon projet, mon avenir, qui, dans la forme, était vraiment excellente, mais quand on va vers l'exécution, là, on se rend compte que vraiment,
ce sont des projets qui ne prennent pas en compte la situation actuelle de cet écosystème-là dans sa globalité. Maintenant, aujourd'hui, quand on est un jeune et qu'on veut se lancer dans ce pays-là, il faut vraiment tenir en compte le contexte. C'est-à-dire que, quelle que soit la capacité de l'idée qu'on a à pouvoir changer la vie des gens, il faut mesurer la faisabilité de l'idée au contexte. C'est-à-dire que, aujourd'hui, moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'e-commerce, de base, il n'existait pas encore au pays. Donc, il fallait partir sur quelque chose que les gens avaient déjà l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ce sont déjà des plateformes qui sont là, dont les populations ont l'habitude d'utiliser et tout. Et on s'adapte par rapport à ces réseaux sociaux-là pour nous faire connaître et développer notre marque. Maintenant, plus on évolue, plus il y a une communauté qui nous suit et qui s'intéresse davantage à ce que l'on fait. Et la création de communautés-là, l'activité qu'on mène, nous permet par la suite de mettre sur pied notre propre plateforme qui est taoufr.com. Et cette procédure que nous avons prise, nous l'avons débuté en 2017, mais nous avons mis sur pied Taoufr en 2020. Il nous a fallu presque 3 ans où il fallait vraiment tenir en compte le contexte, travailler avec la population, créer cette culture d'acheter sans pour autant se déplacer de chez soi. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes allés vers la phase de la création de Taoufr, on s'est rendu compte que même les différentes ça ne dépend pas forcément de nous, mais qui interviennent dans le secteur dont nous n'avions pas, n'étaient pas encore à savoir les moyens de paiement, à savoir les gens massifs des services de livraison n'étaient pas encore sur place. Ce qui fait que même nous qui sommes dans le domaine du e-commerce, il fallait nous adapter vraiment au mieux possible au contexte mauritanien. Et surtout encore, sachant qu'on a une population avec un niveau d'éducation assez faible quand même, c'était très difficile de changer de comportement ces populations-là. Et pour moi, je pense qu'en tant que jeune entrepreneur, le premier défi d'abord, c'est de savoir lire le contexte avant même de se lancer et s'adapter au contexte, quelle que soit l'idée qu'on apporte, pour pouvoir vraiment trouver son épingle du jeu. D'autant plus que parfois, nous avons surtout des idées qui sont vraiment pertinentes, qui peuvent changer, mais qui derrière également demandent un soutien colossal. Certes, il y a des structures qui sont là, qui tentent de faire quelque chose. Mais moi, je me dis que ces modèles d'appui-là doivent être repensés et depuis le début, en fait, tenir en compte l'idée de ces jeunes-là qui essaient d'entreprendre tant bien que mal pour qu'on puisse ensemble changer la donne. Et je pense que la qualité de l'accompagnement reste aujourd'hui. Nous savons que pour l'éclosion d'une start-up, il est impératif d'avoir un appui financier solide et également un appui technique sur le plan de la technologie. Et 2 choses qui font défaut ici actuellement. Maintenant, pour la création des synergies, il faut d'abord favoriser des espaces d'échange. Il faut favoriser des espaces d'échange autour de l'entrepreneuriat, autour de ce que font ces jeunes-là. Et surtout également dire aux jeunes, il ne faut pas forcément chercher à trouver une idée grandiose pour pouvoir mettre quelque chose sur place. Mais surtout, essayer de répondre aux besoins locaux. Certes, on a aujourd'hui beaucoup de modèles qui sont imités d'ailleurs et qu'on essaie d'implémenter ici. Maintenant, le problème qui se pose, c'est souvent dans la phase d'implémentation. Très souvent. Et dans l'appui, aujourd'hui, il y a des structures qui veulent soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Ils y vont avec des initiatives, certes, mais derrière, les montants qui sont alloués pour la réalisation de ces startups-là ne permettent même pas en réalité de poser d'excellents débuts pour se lancer déjà. Il y a des efforts, certes, qui sont faits, mais je pense que on peut mieux faire. Merci beaucoup, Sayer. Effectivement, je retiens toutes ces de nombreux exemples là, ou en tout cas suggestions que tu portes. L'importance pas uniquement du financement, de l'accompagnement, de la communication, mais surtout l'importance de se fonder sur le contexte local, de la compréhension des besoins, de la création de la culture locale, de l'appropriation et de répondre finalement à des besoins qui peuvent être simples. C'est également des besoins, et on le voit de plus en plus, en tout cas c'est des discussions qu'on a de plus en plus, nous auprès de nos clients ou de nos partenaires, des sujets autour l'importance de l'empreinte positive dans le cadre du digital. C'est une forte conviction que l'on a chez WinePoint, mais donc de développer cet écosystème au service de l'inclusion, que ce soit des territoires, des communautés
ou des populations, et notamment en Mauritanie. Si Aminetou nous a rejoint, j'aimerais bien l'entendre là-dessus et puis avoir l'occasion qu'elle revienne sur aussi son lauréat. Aminetou? Toujours pas, décidément. Alors, on va basculer sur... si, Aminetou? Non, c'est dommage. Alors, effectivement, j'aimerais bien qu'Ismaël revienne vers nous. Et là, parce que lui qui travaille justement sur des sujets qui peuvent toucher plus la ruralité, quelle a été l'inclusion ou comment était perçu justement, toi, ton développement dans le cadre d'une inclusion de l'ensemble du territoire mauritanien sur un sujet qui est à empreinte positive, qui va toucher l'agriculture, qui va toucher le digital également, et toute une filière Euh, derrière. ouais. Ouais, au niveau inclusion, déjà au niveau de l'idée, le projet initialement, l'initiative a été lancée suite à un constat fait au niveau du Sénégal. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'aller plus rapidement sur le terrain au Sénégal parce que il y a déjà des problématiques, il y a déjà des personnes, notamment des éleveurs du milieu rural qui ne savaient pas utiliser cette application, mais qui avaient une problématique, c'était principalement le vol de bétail. Donc, j'ai pu me rendre sur le terrain avec quelques partenaires ici en France pour voir déjà échanger premièrement dans des salons, échanger avec ces acteurs, parce qu'au final, c'est les utilisateurs finaux ou à minima les personnes impactées en bout de chaîne, c'est-à-dire les éleveurs, les propriétaires de bétail. Donc, en échangeant avec eux, sans avoir même en fait un vrai concept ou un produit déjà fini, en leur imaginer, voici ce qu'on est en train de faire de manière simple, est-ce que vous seriez intéressé par le fait qu'on puisse dire partout dans le pays que cet animal, ce bétail, il vous appartient? Et là, du coup, en fait, malgré on va dire parce qu'on parlait de puces électroniques, on parlait d'applications, de nouvelles technologies, ils ont été preneurs, en fait. On a même fait des vidéos sur le terrain. C'était une expérience assez frappante parce qu'en partant d'ici, on avait la crainte comme quoi, bon, amener des jeux mobiles, des technologies, des puces à on va dire, des personnes du milieu rural en Afrique, ils vont être tout de suite freinés. Mais au contraire, parce que les gens, ils avaient une problématique et ce qu'ils voulaient, c'est quelle solution on peut apporter pour régler leurs problèmes. Et on a été au Sénégal, à Thiès, où on est arrivé avec, en identifiant des animaux et avec une application, un prototype qu'on avait mis en place. On leur montrait, tenez, ça c'est votre bétail, regardez, dans une application mobile, on peut vous montrer clairement que c'est votre animal et que le pouvoir public peut l'utiliser pour dire que c'est votre animal, c'est votre propriété. Donc l'inclusion, il y a eu vraiment eu cet échange dès le début. L'idée, elle est là, mais dès le début, échanger avec ces acteurs du terrain qui sont vraiment dans l'action, en leur disant, regardez ce qu'on peut vous apporter, regardez qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme service et de garantie grâce aux nouvelles technologies. Et là, ils sont preneurs. Mais c'est une étape qui est, on va dire, capitale parce qu'il suffit pas de copier-coller des concepts et des solutions déjà toutes faites pour les implémenter là-bas. L'idée, c'est de partir de prototypes, on va dire des produits, un produit minimum viable, et ensuite faire preuve de beaucoup d'idées parce que voilà, c'est un produit, c'est des services qui vont être développés au fur et à mesure avec le retour d'expérience du terrain, etc., etc. Merci beaucoup, merci Ismaël. Justement, cette expérience-là d'Esri, toi qui vas toucher des sujets de livraison à domicile dont on entend bien entendu parler dans le monde entier en termes de période Covid, je pense que c'est un des sujets qui a le plus explosé. Comment, dans le bon sens du terme, hein, comment est-ce que toi tu as vu ce développement justement en local, que ce soit sur des sujets à empreinte positive, que ce soit sur des sujets de formation également, que ce soit sur des sujets, toi tu vas toucher aussi des problématiques de paiement, je suppose. Comment tu arrives à gérer ça toi localement? Euh, Merci beaucoup, Thierry. En fait, pour nous,
la pandémie de la science a un bon impact parce que nous, on sait en fin d'études le concept de la livraison et les gens n'étaient pas vraiment habitués à ça. On ne connaissait pas vraiment, ou bien les gens ne savaient pas c'est quoi l'utilité d'être livré chez eux. Malgré qu'on avait commencé avec de petites vidéos promotionnelles et on a fait quelques comment dirais-je, quelques sensibilisations pour que les gens un peu s'imprègnent de cette nouvelle technologie. Mais avec l'arrivée de la COVID-19, on a vraiment un bouleversement de la situation. Les gens étaient fermés chez eux, ils ne pouvaient pas se déplacer et ils avaient besoin qu'on leur livre chez soi. Donc là, nous pouvons dire que l'esprit du consommateur mauritanien a commencé à changer de ce stade-là. On voyait des volumes de commandes qui augmentaient et donc ça a été donc pour dire c'était vraiment une belle expérience et les services ici en Mauritanie. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à comment gérer tout cela, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile parce que ici en Mauritanie, on attend à ne pas vouloir utiliser ou bien penser à l'esprit. Bon, on a une application de livraison facile, téléchargeable sur Store, App Store, et malgré qu'on dit toujours aux clients, allez-y, j'ai l'application et passez par l'application, les gens aiment souvent passer par WhatsApp, genre envoyer la localisation par WhatsApp et écrire la commande, ou bien tout simplement nous appeler sur nos numéros et dire allô, je suis tel, je veux être livré dedans et je suis à tel endroit. Donc, c'est vraiment pas facile. L'autre chose, sur statistique, donc par exemple, si on va dire qu'on a 100 commandes par jour, seulement 20 ou 30 vont passer par l'application. Le reste, donc, on ne t'entend plus, Détri. Je crois qu'on t'a perdu. L'occasion peut-être de revenir vers toi, Khadija, justement. L'idée étant de se dire sur cette chambre de commerce, on a entendu depuis 45 minutes beaucoup de recommandations, beaucoup de propositions. Finalement, quels sont les 2-3 que toi tu retiens? Quels sont les 2-3 que vous souhaitez porter en priorité auprès des institutionnels, des publics en Mauritanie? On ne t'entend pas. Can you hear me now? Perfect. Thank you. I was on mute. So I would say the most important thing would be the infrastructure numérique. And when I say that in Mauritania, we don't mean something very advanced. We're not talking about artificial intelligence, Internet of Things. We're just still in need of basic, stable internet because there's a lot of startups going there, like Betaclick, like Adnam, like Tofik, even Dado. Everyone relies on internet. So I think that's the most important thing. Like the need to have a starting point. Let's just have a stable internet to enable youth to innovate apps and digital solutions for the most consistent problems in Mauritania. Because in the marathon, we've seen a lot of good ideas, but some of them were eliminated because we do not yet have the digital infrastructure that can support the creation of this application. So we thought it was out of touch, like it relies on something very advanced and it cannot work in Mauritania for the moment. So that's the first recommendation that we've already started working on it in Jeune Chambre de Commerce, but we will emphasize on it. The second thing is to sensibiliser les jeunes on the importance of digital migration, dans le sens
not everything needs to be done in place. Try to open up to the bigger world. If it's possible to do something online or virtual, then it's better than to do it face to face. Some people are very demotivated for the moment. Like I'm a client for Adnam, and I admit that sometimes I don't use the application because it's easier to send a WhatsApp message. And it's actually faster because the application, they can say, oh, you need to wait because some people are passing on it. But I think people need to just understand the long-term benefits of having online presence, because it makes things easier, it makes things faster, and we can reach people in remote areas if it's done virtually instead of having to go all the way there. So I would think those are the two main things. And the third would be, of course, including of youth. One of the things, I think it was Sayer who mentioned Mon Projet Mon Avenir. So a lot of the public projects, I mean, in general, there is a public strategy or a public willingness or initiative to help youth, but a lot of the times it comes from the top. It doesn't come from the entrepreneurs themselves. So some managers would just sit and design a project and assume that this is what the youth, or this is what Gen entrepreneur would want. But I would recommend, and I would take from that, to always include the youth in the moment of drafting projects, to make sure that at the end you're going to be able to give them what they truly need and not what you think they need. Merci beaucoup, merci pour ces 3 recommandations, effectivement, et 3 priorités. Je vois qu'Aminetou nous a rejoint, je veux absolument l'entendre avant de terminer. Aminetou, nous entends-tu? Toujours pas. C'est vraiment dommage. On avait la lauréate, encore une fois, avec nous. On aurait adoré l'entendre et pouvoir échanger avec elle. J'espère qu'on pourra le faire prochainement dans le cadre d'un autre séminaire et bien entendu l'année prochaine, et pas en digital cette fois, avec, je l'espère, donc il nous reste 1 an et il reste 1 an à la belle République de Mauritanie pour comme vous le dites, revenir aux basiques, les infrastructures, sensibiliser les jeunes au digital, l'importance de la culturation, inclure, bien entendu, avoir une empreinte positive et donc inclure l'ensemble de l'écosystème, notamment les jeunes, et puis développement des compétences. Et quand on parle de développement de compétences, Sayer nous en a parlé, Desri nous en a parlé également, ce n'est pas uniquement des besoins de financement, c'est des besoins d'accompagnement, et ce n'est pas uniquement des besoins d'accompagnement soft skills, c'est également des besoins d'accompagnement technique sur des sujets qui permettent d'être développés rapidement. Et enfin, l'importance, et je vais finir par là, et c'est ce que je retiens aussi, c'est l'importance du contexte local, compréhension des besoins locaux, la création de valeurs locales, d'appropriation aussi, et de répondre à un besoin qui soit bien évidemment réel et faisable. Peut-être un dernier mot de la fin pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette participation. Desri ou Sayer, si vous souhaitez intervenir, Ismaël, bien entendu, également. Bon, je vous remercie beaucoup, Thierry, de nous avoir invités à ce panel qui a été très enrichissant. Bon, et pour cela aussi, je remercie tous les autres intervenants à ce panel. Et voilà, donc, et un au revoir peut-être à ceux qui nous suivent aujourd'hui à Marseille. Peut-être l'année prochaine, on se verra, Inch'Allah, sur place, et on n'aura pas à trouver tous ces problèmes avec la connectivité dont on a évoqué tout à l'heure. Eh bien, la meilleure solution, c'est encore de nous retrouver à Nouakchott, ou en tout cas en Mauritanie. C'est ce que je propose. Bien, donc, vous serez la bienvenue. Grosse opportunité, c'est ce que je retiens aussi. Pardon? I said you're more than welcome to come to Mauritania. Voilà, l'appel est lancé pour chacune et chacun d'entre vous. Un grand merci et je vous souhaite une excellente journée.